Salut à tous, c'est Nado Vintage et dans cette vidéo on va parler de mes dernières lectures de juin, enfin, les 6 dernières lectures que j'ai faites. Alors j'ai d'abord lu de Louise Massard, Bienvenue au Suicide Hotel aux éditions ELEM. Donc c'est un livre de True Crime. On va revenir sur tout ce qui s'est passé au fameux Cecil Hotel. Alors pour ceux qui ne savent pas, il y a également un documentaire sur Netflix, alors je sais plus le nom, je vais vous le mettre là. Et moi, c'est suite à ce documentaire et en voyant une publication de mes filles en poil, Philippe, sur Instagram, j'ai eu envie de découvrir l'hôtel pour compléter ce livre pour compléter le documentaire que j'avais vu donc sur Netflix parce que je trouvais ça très intéressant et j'ai voulu voir. Donc ce récit, moi j'ai vraiment bien aimé. Alors ce que j'ai bien aimé dans ce livre, parce que je ne vais pas vraiment vous faire un résumé, on va revoir tout l'historique de l'hôtel depuis sa construction. Alors je sais plus, c'est dans les années 20 je crois, jusqu'à ces dernières années où on en a entendu beaucoup parler suite à l'affaire Elisa Lam, dont une vidéo assez chelou était sortie sur les réseaux et avait vraiment fait beaucoup parler d'elle. Donc Louise Massard, elle a décidé de retracer un petit peu tout l'historique de cet hôtel un peu controversé. Donc je trouve, moi j'ai vraiment bien aimé parce que déjà, c'est pas vraiment une redite du documentaire, parce que déjà, c'est Louise Massard qui a fait ses recherches, donc forcément elle a son point de vue à elle et elle va amener la chose à sa façon à elle. Elle impose jamais son point de vue, c'est ça, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est qu'elle elle amène les choses mais elle influence pas en fait. Vous voyez, elle a son avis, elle le garde, ça reste assez neutre, c'est assez bien. Ou alors elle va donner son avis mais sans jamais l'imposer. Voilà, la différence entre donner et imposer, c'est deux choses différentes. Je trouvais que c'était assez bien, on en parlait assez bien sans en parler trop. Chaque article, parce qu'il y a plusieurs articles, il y a plusieurs thématiques, hein, je sais plus, attendez, je vais regarder au début. Et le livre, il est découpé en plusieurs parties. Donc il y a plusieurs parties. On va déjà nous parler de toute l'histoire du lieu, comment est né l'hôtel. Ensuite, on va nous expliquer tous les drames qui s'y sont passés. Donc avec plus ou moins de détails selon les informations dont l'autrice pouvait avoir. On va parler à l'inspiration qu'il a pu donner dans des séries télé où on fait un clin d'œil justement à cet hôtel maudit. Et également les autres hôtels qui ont une réputation un peu de hantise ou de malédiction aux États-Unis. Ce livre-là, si vous n'avez pas vu le documentaire Netflix, vous pouvez vous aller dessus, hein, aller dessus. Vous pouvez vous jeter dessus, il n'y a pas de problème. Vous serez accompagné du début à la fin parce que Louise reprend vraiment tout. Louise, comme si je la connaissais. L'autrice reprend tout du début à la fin en fait. Donc vous avez jamais entendu parler du Cecil Hotel, c'est pas grave. Vous y allez, vous serez guidé, il n'y a pas de problème. On voit elle a vraiment eu beaucoup de sources, donc il y a vraiment un gros travail derrière pour décortiquer, pour, vous voyez, là, je ne vous ai pas tout montré, hein, c'est vraiment une partie de ces sources. Donc il y a vraiment un travail en amont, c'est un travail de fourmi, quoi. Franchement, le travail il est titanesque. Il y a vraiment un travail d'enquête derrière, c'est pas juste relater des faits, si c'est pas, comment vous dire, c'est pas juste j'ai été prendre l'article sur Wikipédia et pouf, j'ai recopié. Non, non, il y a vraiment un travail derrière, ça se sent d'ailleurs. Il y a vraiment un investissement aussi au niveau de l'autrice et je pense une certaine retenue parce que je pense, après c'est mon avis personnel, que c'est quelque chose elle a vraiment dû être possédée par le sujet, je sais pas comment je peux vous dire ça, mais il y a vraiment, elle arrive quand même on sent qu'il y a de l'émotion derrière, que c'est vraiment un sujet qui l'a vraiment emporté pendant plusieurs mois parce que je pense que le travail s'est pas fait en peu de temps. Et ouais, il y a une certaine affection en fait suite à tout ça. Enfin, c'est un ressenti personnel, je sais pas, c'est peut-être moi qui se parle complètement, j'en sais rien. Et franchement, c'était vraiment bien. Et moi, je suis très content. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu de True Crime. J'étais vraiment très content de me replonger dans un. Et franchement, il faut que j'en lise plus souvent parce que j'en lis vraiment pas assez. Et vraiment, j'adore ça. Et le seul petit défaut, enfin défaut, c'est comme c'est un livre qui est en noir et blanc. Vous avez des fois des illustrations qui restent assez floues. La qualité de l'image, elle est pas top. Et c'est un petit peu dommage parce que je trouvais que c'était vraiment une bonne idée. Vous voyez, le livre, il est vraiment découpé. On nous remet les articles originaux, bon, forcément pas l'article, mais c'est recopié tel quel, mot pour mot, en anglais. On nous explique après ce qu'il y a. Vous avez exactement, grâce à Google Maps, elle va vous situer tous les endroits, le pourquoi du comment il s'est passé ci, comment,
Si c'est passé un truc à un point A qui va infliger sur un point B, on va vous montrer où était le point A, où est le point B par rapport aux enquêtes policières, suite au meurtre et tout ça qui a pu se passer. Il y a vraiment un travail de dingue derrière. Il faut savoir aussi que le Cecil Hotel, il a abrité pas mal de serial killers. Donc elle va retracer également la biographie de tous ces tueurs en série en fait. Mais franchement, c'était vraiment sympa. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai découvert également un nouvel auteur, donc Greg Hochfeld avec Menteur aux éditions Elixiria. Alors dans cette histoire, on suit Michael, qui est jeune saisonnier à Couronne-sur-Mer. Donc il est là pour faire des travaux. Vous savez, dans la ville, il est un peu, je sais plus comment ça s'appelle, cantonnier. Enfin, je sais pas si c'est vraiment le terme, mais du coup, il est accompagné d'une personne un peu plus âgée qui va partir en vacances et il est censé la remplacer. Et quand le livre débute, ils sont appelés sur une plage parce qu'il y aurait un cadavre d'animal. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils s'y rendent. Et en fait, en arrivant, ils se rendent compte que le cadavre d'animal, c'est une espèce de truc tout gluant, tout visqueux, plutôt plus gros qu'un chien, et qui a l'air de ressembler à une pieuvre. Donc ils vont tenter de le ramasser. Michael, il n'est pas vraiment rassuré. Tout de suite, il lui fait penser à la pieuvre. Il y a la référence à Cthulhu, Lovecraft et tout ça. Et son collègue lui dit, bah écoute, je reviens avec la voiture, va m'attendre plus loin, parce qu'il y a une grotte qui est pas très loin de la plage, et cette grotte-là, il y a une légende qui tourne tout autour. Donc Michael n'est pas très rassuré, il dit, ok, je vais là-bas, je vais t'attendre. Et en l'attendant là-bas, le cadavre, il pose à ses pieds, le cadavre de la bestiole, on ne sait pas trop ce que c'est. Et il y a une tentacule qui sort, qui attrape le cadavre et qui part avec. Donc quand son collègue il arrive, Michael il dit, bah écoute, il y a quelque chose qui est venu, qui a embarqué le truc, quoi. Et il lui dit, mais t'es sûr et tout? Et finalement, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui habite dans la grotte. Mais c'est quoi? C'est tout le mystère du livre. Donc moi, ce que j'ai bien aimé, c'est la plume de l'auteur, parce que l'auteur a un humour assez spécial, faut aimer. Mais dans ses dialogues, qui sont très bien d'ailleurs, les dialogues j'ai beaucoup aimé, très naturels, et il est très vulgaire. Mais je pense que c'est de l'humour, donc moi ça me fait vraiment rire. Le début du récit est assez long, j'ai trouvé que le moment où ils vont découvrir le cadavre et tout, machin, c'était un peu long à démarrer. Et par contre, j'ai été très surpris par la fin, parce qu'au fur et à mesure que le récit avance, je m'attendais à un truc, je dis ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et on se prend un pied de nez au dernier moment, on se dit mais ah ouais. J'étais très surpris par la fin. Alors moi, je pense que j'ai pas été trop sensible, parce que oui, ne me jetez pas la pierre, je n'ai encore jamais lu Lovecraft. Les références, elles y sont nombreuses, on s'en doute, hein, Cthulhu quand même, c'est super connu. Donc il y a vraiment des références par rapport à ça, mais il y a peut-être des éléments qu'il a dû mettre en avant que moi je n'ai pas reconnu parce que Cthulhu j'ai pas lu. Je suis pas fan, je peux pas dire que je suis fan de Lovecraft, j'ai jamais lu donc et du coup j'ai dû passer à côté de certains trucs. C'est vraiment bien écrit et j'en ai encore, je crois que c'est 2 ou 3 dans ma palle de l'auteur, c'est 2 ou 3 2, 3 3 je crois. Et non, c'était vraiment sympa. Comme je vous disais, le seul petit hic pour moi, c'est que ça met un petit peu de temps à se mettre en place. Alors le récit est très court, il fait 160 pages. Et c'est vrai que le début, c'est un petit peu long à démarrer. Mais c'était vraiment sympa, j'ai été surpris parce que entre ce que je pensais au début, donc ce que j'avais lu derrière, quand j'ai commencé le récit, je m'attendais à ce qu'on allait partir dans une direction et au final, l'auteur prend carrément autre chose comme direction. Et franchement, au final, c'est pas plus mal parce que ça m'a vraiment surpris. Donc c'était pas mal, mais j'attends d'en lire un deuxième pour me faire un vrai jugement sur l'univers de Greg Hochfeld, justement. J'ai frôlé le coup de cœur, mais franchement, à ça. J'ai frôlé un deuxième coup de cœur sur ces lectures-là, avec Les Papillons de Barcela au Cherche-Midi. Mais franchement, celui-ci, ça a été mais vraiment une excellente lecture. Je l'ai lu d'une traite. Bon, il est écrit... Ah, il n'est pas écrit si gros que ça, il fait 200 pages. L'écriture, les gars. L'écriture. Donc, dans cette histoire, on suit Alexandra, qui a perdu ses papillons. C'est-à-dire qu'en fait... vous savez, il y a toujours cette expression, quand on tombe amoureux, on a des papillons dans le ventre. Et en fait, quand le récit commence, Alexandra, il est à une table de café avec une fille, mais qui trouve d'un ennui mortel, il la trouve sans intérêt. Et là, il se dit, mais mince, il fait, j'ai 30 balais, je crois que c'est ça, il a une trentaine d'années. Et il fait, j'ai l'impression que je suis jamais vraiment tombé amoureux d'une fille, quoi. Et il écoute celle qui est en face de lui, qui est inintéressante au possible. Et il se dit, mais mince, il fait, j'ai quand même 30 ans, quoi. Il fait, pourtant, j'en ai vécu des histoires d'amour, des aventures et tout ça. Et il fait,
j'ai rien. Donc du coup l'expression j'ai perdu mes papillons, c'est qu'il ressent plus rien en fait. Et finalement bah, il se sépare de la jeune fille, il sort du bar et là il va tomber nez à nez avec une autre fille et elle va commencer à lui parler et tout de suite il va tomber amoureux, c'est le coup de foudre. Donc ce qui est génial dans cette histoire c'est que c'est l'écriture déjà. Il faut savoir que Barcelot avant d'être un auteur c'est avant tout un auteur de roman. C'est avant tout un auteur de chansons, c'est un chanteur, auteur, interprète, compositeur. Je crois qu'il compose aussi. Et, euh, et ça se ressent, je trouve, dans le texte. Parce qu'il y a des moments, c'est limite, on s'attendait... il y a une mélodie dans les phrases. Je sais pas, je ne saurais pas comment vous expliquer, mais c'est comme ça que je le ressentais. Je lisais le texte et ça se sentait. Après, est-ce que j'ai été influencé parce que le fait, je savais déjà que l'auteur était un artiste musical, je ne sais pas. Donc il y a beaucoup de références à des artistes musicaux qui sont rentrés dans le patrimoine de la musique française comme Charles Trenet, euh, Bourvil, Jacques Brel, Georges Brassens. Il y a vraiment quelque chose on sent que l'auteur il s'est inspiré de ces gens-là et qu'il les vénère entre guillemets et qu'il adore vraiment ce qu'ils font. Donc tout ça, ça fait partie aussi du récit. J'ai jamais trouvé ça, moi personnellement j'ai pas trouvé ça cucu, mais bon après moi je suis un peu fleur bleue, peut-être que d'autres vont trouver ça un peu ridicule, je sais pas. Non, j'ai trouvé que c'était toujours fait avec beaucoup de sensibilité, beaucoup, je vous dis, le texte est chantant, je saurais pas vous dire pourquoi, mais moi je trouve que, ouais, ce côté ressortait beaucoup, il y avait quelque chose aussi de très naïf, vous savez, comme une première histoire d'amour, on est un peu naïf, on est un peu tout de suite dans les nuages, dans les étoiles, et il y a ce côté-là qui est ressorti et qui était absolument génial. Donc si vous voulez un livre poétique, romantique, avec une plume chantante, surtout faut pas hésiter, c'était vraiment très très bien. Après le seul, je sais pas si c'est vraiment un défaut, si c'est une volonté de l'auteur. J'ai trouvé la première partie où l'homme et la femme se rencontrent très joli dans la plume et tout, et je trouvais que dans la deuxième partie ça devenait un peu plus pas ordinaire, mais moins, il y avait moins cette musicalité. Alors je sais pas si c'est moi qui s'est habitué à la plume de l'auteur et que forcément arrivé à la fin du roman, j'étais un peu pas blasé, mais j'étais habitué. Ou si c'est l'auteur qui a voulu faire ça parce que forcément la relation tout au fil du récit va évoluer et que du coup il a fait évoluer son style aussi. Il a changé un peu sa manière de tourner les phrases, comme vous savez, quand on se rend compte, il y a les petits papillons, voilà, on est heureux, tout est beau, tout est rose, et qu'après, une fois que la relation est installée, c'est un peu différent, je sais pas. Mais sinon, magnifique. Pas un coup de cœur, mais franchement, on n'en était pas loin, c'est juste que voilà, le fait que ça s'est un petit peu atténué dans la seconde partie pour moi m'a fait que c'est pas un coup de cœur, mais franchement, c'est absolument génial. Dans un autre registre, j'ai lu aux éditions Yinis Fables et légendes japonaises de Ippei Otsuka. Donc dans ce récit, on va nous relater toutes les grandes légendes et les contes, les fables les plus connues du Japon. Donc il y a par exemple le pêcheur, Sangoku le singe de pierre, le pêcheur Taro Ushima, Tanabata la femme venue des cieux, Kintaro l'enfant dehors, Momotaro l'enfant sorti d'une pêche, enfin il y en a plusieurs. Alors le petit souci, pareil que j'ai eu avec ce livre-là, parce que je vais pas vous le résumer forcément. Dedans vous avez Sangoku, vous savez la fameuse légende d'où est né Dragon Ball en fait. On sait que Akira Toriyama s'est inspiré de cette légende-là. Euh, le petit problème c'est que j'ai préféré les derniers contes que les premiers. Alors le livre en soi est absolument génial, hein. Vous voyez pour le tenir c'est un confort de lecture mais vraiment génial. Vous avez des illustrations à chaque début de chapitre. Donc vous en avez plusieurs et c'est cliquis, c'est beau, je trouve, j'aime bien. Voilà, à chaque début de chapitre, vous aurez ça. Et à la fin de chaque conte ou de chaque fable, vous avez un... Je ne sais pas trouver d'ailleurs assez essentiel. Voilà, par exemple, là, vous arrivez, vous avez l'histoire d'où elle vient et les différentes versions, en fait. Parce que comme c'est des légendes, c'est forcément... c'est du bouche à oreille. Ça s'est modifié au fil du temps. Donc il vous explique certaines origines, par exemple, si le personnage a fait tel truc, ben, dans une autre légende, il y en a qui racontent qu'il a plus fait ça. À quel moment, plus ou moins, ils arrivent à situer où est née cette légende, si elle se réfère à quelqu'un qui a vraiment existé. C'est vraiment intéressant, mais je trouve, par contre, c'est pareil, c'est plus destiné à un public jeunesse. Moi, il y a vraiment les dernières qui m'ont un peu plus plu, mais il y a certains contes qui étaient vraiment tout mimi, tout sympathique, mais ça manquait de métaphore, je voyais pas vraiment le message derrière.
Alors qu'il y en a d'autres où c'était vraiment plus onirique, enfin j'ai vraiment préféré. Après j'ai passé un super moment, ça se lit super vite, hein, ça se lit bien. Mais je sais pas, il m'a manqué, je sais pas, je pense que c'est destiné plus à un public, je sais pas à partir de quel âge il propose ce livre-là. Moi je dirais que si vous avez un enfant je dis pas qu'il sait lire, qu'il faudrait qu'il lise tout seul, mais lui lire le soir et tout, ça peut être pas mal, parce que l'écriture est assez simple, hein, c'est pas compliqué du tout. Mais ouais, j'ai trouvé que c'était un peu trop enfantin pour moi, enfantin. Ouais, il m'a manqué de la consistance, ça restait un peu trop léger. Mais c'était vraiment sympa quand même, j'étais content de découvrir des légendes que je ne connaissais pas. Et que les Japonais ont une façon de présenter les contes et tout qui est différente de chez nous, mais qui est vraiment sympa aussi. J'ai lu L'échappée de Alan Stratton chez Milan. Alors ça c'est un livre que j'avais trouvé à Nose. Alors la couverture je la trouve pas belle. Dans cette histoire, on suit Leslie qui va vivre un cauchemar. Elle arrive dans un nouveau lycée, je crois, au début. Enfin bref, je ne sais plus. Mais je sais qu'au début, c'est une lycéenne assez colérique, je crois qu'elle a 16 ou 17 ans. Ses parents sont divorcés depuis peu, elle vit avec sa mère, et elle voit pas beaucoup son père qui justement a trompé sa mère avec une femme avec qui il est aujourd'hui. Et du coup, Leslie, elle le vit très mal. Elle est dans une période d'adolescence où forcément on en veut à la terre entière, donc elle parle assez mal à sa mère. Dès que sa mère lui dit non à quelque chose, elle se sent persécutée alors que sa mère n'a rien fait, elle fait juste son rôle de mère. Et elle a tendance à être assez crue, même à l'école, hein, franchement, elle se laisse pas faire. Le pion, il vient la voir, elle l'envoie chier, elle s'en fout. On la sent vraiment très rebelle, jusqu'au moment où elle va rencontrer un mec, donc Jason. Toutes les filles, elles sont en pamoison devant lui. Lui, à un moment, il va la regarder, parce que je sais plus, elle va au bureau, je sais plus, elle va au bureau administratif ou quelque chose, et elle la regarde, et surtout, elle va dire, t'as quoi, t'as un problème, toi? Enfin, moi, j'ai bien aimé son caractère à cette fille-là, déjà d'office. Et à un moment, elle discute avec les filles, des autres filles, parce qu'elle a une meilleure amie qui fait partie d'un groupe de chrétiens, donc elle est très croyante et tout ça, et du coup, elle est un peu plus réservée, un peu plus timide. Et du coup, Leslie, sa copine, elle aimerait bien la dévergonder un peu, parce qu'elle la trouve des fois trop timide, et ça la gonfle un peu, quoi. Et donc cette copine-là, je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, elle, euh, elle traîne avec des filles du groupe donc religieux comme sa copine. Et Leslie les voit reluquer le fameux Jason. Et elle leur dit, ah ben j'ai discuté avec elle toute fois, n'importe quoi, t'es une menteuse, il est trop beau, il vient d'arriver nouveau dans le lycée, bah, elle fait, je vais vous montrer. Donc la fille sort dehors, elle va vouloir le rejoindre, et le gars il arrive vers elle et il l'embrasse, il lui roule une grosse pelle. Elle est un peu surprise, mais tout de suite, comme elle est encore jeune, elle se dit, voilà, elle commence à se dire, ah, je lui plais, c'est plutôt pas mal et tout, il a l'air d'être un peu rebelle et tout, donc elle kiffe assez. Donc elle va essayer d'engager une relation avec lui, va l'inviter au cinéma, tout ça, le soir ils vont rentrer, et lui dit, bah, viens chez moi, j'ai une grande maison, on passe la soirée chez moi. Elle fait, ok, pas de souci, ils arrivent chez elle, ils commencent à boire un petit peu, Leslie elle est pas habituée à boire, elle se laisse aller, mais elle fait, faut pas que je boive trop. Mais au final, d'un truc venant à un autre, elle finit par se réveiller, elle est toute nue. Elle voit qu'elle a un peu de sang, elle ne comprend pas ce qui se passe. Et en fait, elle se rend compte qu'elle a trop bu, qu'elle était saoule, et elle va voir son copain et elle lui dit t'as fait quoi avec moi, quoi? Et tout de suite, elle se jette sur son téléphone, elle regarde et elle voit pas de vidéo compromettante sur elle, donc c'est tout. Elle se dit, il dit, ah, mais de toute façon, tu voulais aussi, il n'y a pas de problème et tout ça. Donc elle trouve ça un peu chelou. Elle laisse tomber. Et au final, elle va rentrer dans un engrenage où elle va se rendre compte que le mec qu'elle fréquente est pas vraiment fréquentable en fait, qu'il a des gros problèmes psychologiques et va commencer pour elle du harcèlement. Donc il va essayer de la contrôler, va lui dire ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit dire. Tu parles pas à lui, tu fais pas ça. Et Leslie va vivre en fait sous la menace de cet ado-là, de ce gars-là. Et ça va vite tourner en fait au cauchemar. J'ai trouvé que pour un livre young adulte, c'était absolument génial. Franchement, il y a un rythme tout le long du roman. Ça met un petit peu de temps à se mettre en place, le temps qu'elle rencontre le jeune et tout qui se passe. Mais je trouve que ça pose vraiment des sujets intéressants que ce soit les garçons ou les filles, il faudrait qu'ils lisent ce genre de récit parce qu'on leur montre bien que tu ne profites pas des gens quand ils sont alcoolisés, qu'il faut le consentement. Tu n'embrasses pas une fille ou tu ne fais pas quelque chose avec une fille si elle n'en a pas envie, et inversement avec un garçon, on est d'accord. Et c'est vraiment bien amené. Bon, après, c'est poussé un peu le trait. C'est vrai que le jeune ado, il en fait vraiment. Peut-être, mais c'est romantisé, donc forcément, on tire un peu sur le trait sans que ce soit trop caricatural, hein. Mais et Leslie n'est pas une fille qui va se laisser faire.
On va pas tomber sur une fille qui va être victime et qui va se laisser faire. Elle va essayer de s'en sortir à son niveau, même si elle reste assez fragile, hein. Il y a des moments où elle va péter un plomb, elle va plus savoir où elle en est, tout ça. Mais j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. J'ai vraiment trouvé ce livre mais absolument génial. Il fait 250 pages, mais franchement, les ados, ils devraient le lire. Pourtant, la couverture, elle paye pas de mine. Et vraiment, j'étais pas attiré à la base par le roman. Donc moi, je vous dis, je l'ai trouvé pas cher, donc je l'ai pris. Et en plus, j'ai une copine, Jennifer, qui l'a lu. Et qui a adoré, elle m'a dit, franchement, lis-le, Laurent, t'aimeras. Et au final, elle a eu raison, parce que sinon, je pense que je l'aurais pas sorti de ma palle tout de suite. Et c'était franchement génial. Je comprends pas qu'on n'ait pas vu passer ce genre de roman. Parce que je trouve que c'est des romans vraiment importants. Et l'auteur a vraiment amené les choses comme il fallait, j'ai adoré. Franchement, j'ai vraiment adoré ce livre-là. Et le dernier de cette fameuse palle de juin n'est autre que, parce qu'on nous ferme le bal avec quelque chose d'absolument somptueux et magnifique. Je ne sais toujours pas à l'heure actuelle si c'est un coup de cœur ou si c'en est pas un, mais je pense que c'en est un. Ça veut dire que sur le mois de juin, j'en ai eu deux. Mais franchement, je pense que c'en est un. C'est Vers de lierre de Louise Lebars aux éditions Noir d'Absinthe. Regardez-moi cette beauté. Qu'est-ce que c'est beau. Donc l'histoire ici, elle est simple. C'est Olivier Moreau qui est écrivain et qui est en panne d'inspiration et qui décide d'aller s'installer quelque temps dans le village de sa grand-mère qui est décédée. Et quand il va rentrer dans la maison de sa grand-mère, il va tout de suite se souvenir qu'il y avait une légende qui tournait dans le coin en parlant de quelqu'un, du lierreux, d'un ver de lierre qui serait une sorte de vampire végétal. Donc il va aller se renseigner auprès des contacts que sa grand-mère avait, ses amis et tout ça. Et au fur et à mesure de son enquête et de son... pas de son enquête, mais de ses recherches, il va finir par arriver dans une maison avec une femme et on lui dit ici c'est passé tel truc, il y a une légende qui dit que et tout ça. Je reste assez vague, hein, mais le fait de rechercher aussi, découvrir ce qu'est vraiment le ver de lierre, donc le vampire végétal justement, il va commencer aussi à faire des cauchemars. Donc du coup, à faire ses recherches, il va vouloir s'en inspirer pour écrire son prochain récit. Et il va jusqu'à rencontrer deux femmes, donc une grand-mère et sa petite fille, qui elle aussi veut devenir sa nièce ou sa petite fille, je ne sais plus. Bref, deux femmes. Et elle souhaite écrire et elle va lui confier un manuscrit. Et il va également lire ce manuscrit. Donc en fait, il y a deux histoires en une. J'ai trouvé cette histoire absolument géniale. Mais c'était vraiment, tout court, hein, mais franchement, il était absolument magnifique. Il y a une ambiance très gothique dans l'histoire. Ah, j'ai pas lu beaucoup de gothique dans ma vie, mais ça se ressent. C'est vraiment très gothique. La légende du lierreux, je trouve qu'elle était formidable. En plus, c'est une histoire dans une histoire. On va mettre en avant tout ce qui est la place de la femme. Côté très féministe au roman. Le ver de lierre, donc le lierreux, il va être présent tout le long du récit, même si on n'en parle pas tout le temps. Il est là, le personnage plane au-dessus de toute l'histoire en fait. Je trouvais qu'il y avait un côté très intemporel, parce qu'il y a quand même des signes comme quoi c'est de notre époque, puisque le personnage Olivier, il a un portable. Mais ça reste assez anecdotique, et je trouve que l'histoire, elle est intemporelle. La plume de Louise Lebars, mon Dieu, elle est absolument divine. Moi, j'ai trouvé que dans sa façon de raconter son histoire et tout ça, on sentait qu'elle s'inspirait des auteurs du 19e. Enfin, j'ai ressenti ça. Après, je sais pas, c'est mon avis personnel, je sais pas ce que d'autres lecteurs en ont pensé, moi c'est ce que je pense, c'est ce que j'ai ressenti. Mais d'une sensibilité, d'une poésie, mais absolument superbe. Il y a plein de messages. Donc ce récit va aborder diverses thématiques, donc il y a un côté, alors pas horreur, pas glauque, je sais pas comment expliquer ça. Euh, Très mystérieux, donc je vous dis très gothique, très sombre. Mais c'est jamais glauque, c'est jamais trop sanglant. Elle arrive à amener un truc très terrifiant, qui fait un petit peu peur, qui est angoissant, mais en même temps qui est très beau. Il y a d'autres sujets, on parle aussi de différence. Il y a beaucoup de thématiques qui ressortent. Et à travers un des personnages du roman, on va nous montrer la femme. À travers l'histoire, on va reparcourir tout le destin des femmes au travers les siècles, de ce qu'elles ont subi et tout ça, qui est vraiment bien vu. Et ce que je trouve qui est à souligner, moi j'avais lu il y a quelques mois Sorcière de chair, j'avais pareil que j'avais adoré, que j'avais trouvé d'une originalité dans le récit et tout, j'ai trouvé que c'était génial.
Et là, donc j'ai lu celui-ci de Verdelière que je trouve encore pareil, très original. Je trouve que cette maison d'édition, bon j'ai lu que 2 titres, hein, donc mon jugement il est un peu basé sur peu de choses, mais je trouve que cette maison d'édition, elle a vraiment une ligne éditoriale géniale, qui veulent vraiment dénoncer certaines choses à travers leurs romans. Et du coup, qu'elle est indépendante, cette maison d'édition, elle est, comment dire ça? À travers les 2 livres que j'ai pu lire, cette maison d'édition, donc Noir d'Assad, a vraiment une identité qui leur est propre, et je trouve que c'est génial. Faut que je lise, j'en ai encore 2, je sais que, bah, ils sont là. Attendez, je vous les montre. J'ai la suite de Sorcière de chair, viens avec moi toi. J'ai la suite de Sorcière de chair à lire, de chez Noir d'Absinthe. J'avais lu le premier. Et j'ai également un recueil de nouvelles que j'ai pris quand il est sorti, noir. Mais j'ai super hâte de les sortir, donc je pense que je le ferai d'ici la fin de l'année, c'est une certitude. Bon, peut-être pas cet été, parce que hein, j'ai déjà de quoi faire. Mais je pense que je retournerai très vite vers sa maison d'édition, parce que j'aime beaucoup les thématiques abordées et tout ça. Et il y a certains points qui se rejoignent entre les thèmes qui ont été abordés dans celui-ci et dans Sorcière de chair. Et je pense qu'il y a vraiment derrière une idée... la maison d'édition a vraiment cette envie de passer un message et tout, et franchement c'est absolument génial. Donc ouais, je pense, là je vous le dis maintenant, j'ai réfléchi un peu dans l'indécision ces derniers temps, parce que je l'ai déjà fini il y a plus d'une semaine, mais j'étais vraiment dans l'indécision de me dire, mais alors, c'est un coup de cœur ou c'en est pas, mais je pense, parce que j'y repense assez régulièrement, et non, franchement, il y a une poésie, il y a un hommage qui est rendu à des grands auteurs, je vous dis, du 19e ou début du 20e. Et, non, et je trouve que la couverture résume assez bien l'ambiance du livre. Faut le lire, faut le lire. Je peux rien vous dire d'autre, je peux pas trop vous en parler. Je pense que le résumé en plus je lui rends pas du tout hommage. C'est assez compliqué, mais franchement faut découvrir la Maison Noire d'Absinthe qui est franchement géniale. Voilà. Donc ben voilà, ben au final, du coup, cette palle de joint que vous avez présentée il y a quelques temps, où je vous avais présenté 17 titres, je pensais pas en lire autant, mais sur les 17 titres, j'en ai lu 15. Vous imaginez quand même? Bon, j'ai commencé un petit peu avant juin, j'ai dû commencer quelques jours avant, fin mai. J'ai dû finir un petit peu début juillet, mais 15 titres sur les 17, franchement, j'aurais pas cru quoi. Et le bilan, c'est que j'ai eu 2 ou 3 lectures, surtout 2 lectures que j'ai pas aimé du tout, que j'ai pas vraiment aimé personnellement. Et quelques-unes où j'étais un peu plus mitigé, mais dans l'ensemble, vous vous rendez compte, sur ces 15 livres-là, il y a quand même 2 coups de cœur. C'est quand même, avec Vers de Lierre et Dans la forêt, ça fait 4 coups de cœur depuis le début de l'année. J'en ai eu un, je crois que c'était, je sais plus, en février ou mars, et le deuxième dans la foulée, je sais plus, avril, je sais plus. Enfin bref, au début d'année, et après les semaines qu'on suivi, mais il n'y a plus de livres qui arrivent à me procurer ce truc, et là c'est revenu, mais j'étais super content à un mois d'avoir 2 coups de cœur. En plus, je trouve que j'ai été assez... que cette palle était assez diversifiée, j'ai vraiment été dans plusieurs genres. Et ouais, j'ai été dans du jeunesse, j'ai été dans de l'horreur, dans une sorte de nature writing avec Gallmeister, l'appel de la forêt, bon, c'est Jack London, dans la forêt de Gene Egland. J'ai été dans de la romance, j'ai été dans du contemporain avec les papillons, j'ai été dans des fables, dans des contes avec les trucs japonais. Franchement, j'ai vraiment été dans plusieurs choses, et ouais, je suis vraiment content. J'ai découvert de nouveaux auteurs, de nouvelles maisons d'édition. Non, franchement, c'est plutôt cool, et je pense que je réitérerai la chose avec des petits livres, parce qu'au final, ça se lit assez vite et assez bien. Et ouais, alors qui me dit que la prochaine fois j'aurai autant de bonnes lectures, j'en sais rien, mais franchement, ouais, je suis très content de ce mois de juin. Et voilà. Bah écoutez, s'il y a des livres qui vous tentent, comme d'habitude, je me répète à chaque fois, mais discutez avec moi en commentaire, il n'y a pas de problème. Et puis, bah, je vous dis à très vite, hein. Allez, salut!